Des intellectuels et des diplomates refusent la thèse du génocide au Xinjiang. Effectivement, nous avons le témoignage et les écrits sur des interventions, sur des blogs, dans des conférences ou bien encore des citations de livres où certains intellectuels, du monde entier d'ailleurs, américains compris, ont réfuté cette thèse du génocide et à juste titre. En termes d'exemple, je peux citer Colum Lynch. Colum Lynch, C-O-L-O-U-M, Lynch, L-Y-N-C-H. Voici ce qu'il dit dans une introduction. Les avocats du département d'État concluent à l'insuffisance de preuves pour prouver le génocide en Chine. Qui est Colum Lynch? Colum Lynch est un grand reporter états-unien, plusieurs fois primé. Il a notamment reçu le National Magazine Award 2011 et un autre prix pour ses reportages sur l'incapacité de l'ONU à protéger les civils au Darfour. Il intervient pour les Nations Unies, notamment sur la question de la diplomatie et de l'aide humanitaire. Il a effectué des reportages sur la politique étrangère et la sécurité nationale pour le magazine Foreign Policy et pour le Washington Post. On ne pourra pas donc accuser Colin Lynch d'être un complotiste. Voici ce qu'il dit sur son blog. Malgré la déclaration de génocide au Xinjiang pour l'administration Trump, confirmée par l'administration Biden, certains experts juridiques soupçonnent que le comportement de la Chine pourrait ne pas être un véritable génocide. Le bureau du conseiller juridique du département d'État des États-Unis a conclu plus tôt cette année que l'emprisonnement de masse et le travail forcé des Ouïghours du Xinjiang par la Chine équivalait à des crimes contre l'humanité, mais que les preuves étaient insuffisantes pour prouver le génocide, plaçant les meilleurs avocats diplomatiques des États-Unis en conflit avec les administrations Trump et Biden, selon trois anciens et actuels responsables américains. Un examen par le département d'État, au cours des dernières semaines de l'administration Trump, de la conduite de la Chine au Xinjiang, a opposé les avocats du ministère aux défenseurs d'une détermination du génocide. Parmi ces défenseurs figurait Kelly Currie, alors ambassadrice des États-Unis pour les questions relatives aux femmes dans le monde, et qui critique depuis longtemps le bilan de la Chine en matière des droits de la personne, et l'ancien sénateur Sam Brownback, qui a été l'ambassadeur général du ministère pour la liberté religieuse internationale. Il en est résulté une note de service partagée du ministère qui a été envoyée à Pompeo selon deux fonctionnaires. Au-delà du débat juridique sur la caractérisation de la représentation de la Chine contre sa population musulmane, la désignation de génocide a un poids politique énorme, exerçant des pressions sur les États-Unis et d'autres pays pour punir une puissance mondiale dont le commerce, les activités environnementales et de sécurité sont liées aux leurs. Mais brandir le mot génocide sans une base juridique solide comporte également le risque de politiser et d'éroder le pouvoir de la désignation qui a été invoqué au siècle dernier pour décrire les pires épisodes de massacre, du meurtre de millions de juifs pendant l'Holocauste au massacre d'environ 800 000 Rwandais pendant le génocide du pays. Et cet article est signé donc par Colum Lynch le 19 février 2021 sur le site foreignpolicy.com. On peut parler aussi des cas de Jeffrey Sachs et de William Chabas. Qui sont ces deux personnages? Ils disent les allégations du génocide au Xinjiang sont totalement injustifiées. Jeffrey Sachs est un économiste proche de nombreuses administrations démocrates états-uniennes. On ne pourra pas dire qu'il est complotiste. Il est considéré comme l'un des 100 intellectuels les plus influents du monde. Il a été le conseiller de plusieurs secrétaires généraux des Nations Unies, dont Antonio Guterres. William Chabas est un professeur de droit de réputation mondiale, un spécialiste écouté aux Nations Unies sur les questions de la torture, de la peine de mort et du génocide. Le texte ci-dessous est la traduction de leur article The Xinjiang Genocide Allegations and Injustified, paru dans l'édition du 20 avril 2021 dans le projet de syndicat, un réseau de 459 médias dans 150 pays. Et pour rappel, le projet syndicat est financé en partie par l'Open Society. Donc, très étrange que l'Open Society se prononce en faveur de la thèse du génocide et que des journalistes, et notamment William Chabas, qui écrit régulièrement au projet de syndicat, lui dit tout le contraire. Il y a donc un souci dans le narratif, on va dire, habituel.
Je ne vais pas vous lire l'entièreté de cette lettre parce qu'elle est très longue, mais je vais vous en lire le résumé. Voici ce que dit Jeffrey Sachs et William Sabas. L'administration du président américain Joe Biden a réitéré l'affirmation selon laquelle la Chine organise un génocide contre le peuple ouïghour dans la région du Xinjiang. Mais elle n'a fourni aucune preuve et, à moins qu'elle ne le fasse, le département d'État devrait retirer cette accusation et soutenir une enquête de l'ONU sur la situation du Xinjiang. Le gouvernement américain a inutilement intensifié sa rhétorique contre la Chine en affirmant qu'un génocide est en cours contre le peuple ouïghour dans la région du Xinjiang. Une accusation aussi grave a son importance, car le génocide est considéré à juste titre comme le crime des crimes. De nombreux experts appellent désormais au boycott des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin, qu'ils qualifient de Jeux olympiques du génocide. L'accusation de génocide a été lancée le dernier jour de l'administration de Donald Trump par le secrétaire d'État de l'époque Michael Pompeo, qui ne cachait pas sa conviction que le mensonge était un outil de la politique étrangère américaine. Rappelez-vous d'ailleurs le fameux article où, et l'intervention audio où effectivement Michael Pompeo ne se cachait pas de mentir à la population quant à la politique étrangère américaine. Aujourd'hui, l'administration du président Joe Biden s'est ralliée à l'affirmation peu convaincante de Pompeo, même si les principaux juristes du département d'État partagent notre scepticisme à l'égard de cette accusation de génocide. Comme le Human Rights Practice n'utilise jamais le terme, sauf une fois dans la préface du rapport et une autre fois dans le résumé du chapitre consacré à la Chine. Les lecteurs doivent deviner les preuves. Une grande partie du rapport traite des questions telles que la liberté d'expression, la protection des réfugiés et les élections libres, qui ont peu de rapport avec l'accusation de génocide. Il existe des accusations crédibles de violation des droits de l'homme à l'encontre des Ouïghours, mais elles ne constituent pas en soi un génocide. Et nous devons comprendre le contexte de la répression chinoise au Xinjiang, qui avait essentiellement la même motivation que l'incursion américaine au Moyen-Orient et en Asie centrale après les attentats de septembre 2001, mettre fin au terrorisme des groupes islamiques militants. Comme l'a raconté l'homme d'affaires et écrivain Wei Jianshan, basé à Hong Kong, la Chine a connu des attaques terroristes répétées au Xinjiang au cours des mêmes années, où la réponse imparfaite de l'Amérique au 11 septembre a conduit à des violations répétées du droit international et des effusions de sang massives. En effet, jusqu'à la fin de l'année 2020, les États-Unis ont classé le mouvement islamique du Turkestan oriental ouïghour comme un groupe terroriste, ont combattu les combattants ouïghours en Afghanistan et ont retenu beaucoup comme prisonniers. En juillet 2020, les Nations Unies ont constaté la présence de milliers de combattants ouïghours en Afghanistan et en Syrie. L'accusation de génocide ne doit jamais être portée à la légère. Une utilisation inappropriée de ce terme peut aggraver les tensions géopolitiques et militaires et dévaloriser la mémoire historique de génocides tels que l'Holocauste, entravant ainsi la capacité à prévenir de futurs génocides. Il incombe au gouvernement américain de porter toute accusation de génocide de manière responsable, ce qu'il n'a pas fait ici. Le génocide est défini en droit international par la Convention des Nations Unies sur le génocide de 1948. Des décisions judiciaires ultérieures ont clarifié sa signification. La plupart des pays, y compris les États-Unis, ont intégré la définition de la Convention dans leur législation nationale sans y apporter des modifications importantes. Au cours des dernières décennies, les principaux tribunaux de l'ONU ont confirmé que la définition exigeait la preuve, selon des critères très stricts, de la destruction physique intentionnelle d'un groupe national ethnique, racial ou religieux, et que l'un des 5 actes suivants devait être perpétré. De toute évidence, le meurtre figure en tête de liste. Le rapport du département d'État sur la Chine indique qu'il y a eu de nombreux rapports de meurtres, mais que peu ou pas de détails étaient disponibles, et ne cite qu'un seul cas, un seul, celui d'un Ouïghour détenu depuis 2017 et mort de cause naturelle, selon les autorités. Le rapport n'explique même pas pourquoi l'explication officielle devait être remise en question. Techniquement, un génocide peut être prouvé, même sans preuve que des personnes ont été tuées. Mais comme les tribunaux exigent la preuve de l'intention de détruire physiquement le groupe, il est difficile d'établir cette preuve en l'absence de preuves de meurtre à grande échelle. Cela est particulièrement vrai
lorsqu'il n'existe pas de preuve directe de l'intention génocidaire, par exemple sous la forme de déclarations politiques, mais simplement de preuves circonstancielles, ce que les tribunaux internationaux appellent un modèle de comportement. Les tribunaux internationaux ont déclaré à plusieurs reprises que lorsque les accusations de génocide ne sont fondées que sur les déductions tirées d'un modèle de comportement, les autres explications doivent être définitivement écartées. C'est pourquoi la Cour internationale de justice a rejeté en 2015 l'accusation de génocide portée contre la Serbie et la contre-accusation portée contre la Croatie, malgré les preuves d'un nettoyage ethnique brutal en Croatie. Alors, qu'est-ce qui ne pourrait encore constituer une preuve génocide en Chine? Le rapport du département d'État fait référence à l'internement massif de peut-être 1 million de Ouïghours. Je dis bien peut-être. Si cela est prouvé, cela constituerait une violation flagrante des droits de l'homme. Mais encore une fois, ce n'est pas une preuve en soi d'une intention d'extermination. Un autre des 5 actes de génocide reconnus est l'imposition des mesures destinées à empêcher la naissance au sein du groupe. Le rapport du département d'État fait référence aux politiques de contrôle des naissances, notoirement agressives de la Chine. Jusqu'à récemment, la Chine appliquait strictement sa politique de l'enfant unique à la majorité de sa population, sauf envers les minorités, mais était plus libérale envers les minorités ethniques, notamment les Ouïghours. Notamment les Ouïghours. Aujourd'hui, la politique de l'enfant unique n'est plus appliquée à la majorité des Chinois Han, mais des mesures plus strictes ont été imposées à la minorité musulmane du Xinjiang, dont les familles sont traditionnellement plus nombreuses que la moyenne chinoise. Le Xinjiang enregistre néanmoins un taux de croissance démographique global positif. Un taux de croissance démographique global positif. La population ouïghour ayant augmenté plus rapidement que la population non ouïghour du Xinjiang entre 2010 et 2018. C'est un fait. L'accusation de génocide est alimentée par des études comme le rapport du New Line Institute, qui a récemment fait la une des journaux. New Lines est décrit comme un groupe de réflexion non partisan basé à Washington, D.C. En y regardant de plus près, on s'aperçoit qu'il s'agit du projet d'une minuscule université de Virginie comptant 153 étudiants, 8 professeurs à temps plein et un programme politique apparemment conservateur. D'autres organisations de défense des droits de l'homme se sont abstenues d'utiliser ce terme. Les experts de l'ONU demandent à juste titre que l'ONU enquête sur la situation du Xinjiang. Le gouvernement chinois, quant à lui, a récemment déclaré qu'il accueillait favorablement une mission à l'ONU au Xinjiang basée sur les échanges et la coopération et non sur la culpabilité avant preuve. À moins que le département d'État ne puisse étayer l'accusation de génocide, chose qu'elle n'a toujours pas faite, il devrait retirer cette accusation. Il devrait également soutenir une enquête menée par l'ONU sur la situation au Xinjiang. Le travail de l'ONU, et notamment des rapporteurs spéciaux sur les droits de l'homme, est essentiel pour promouvoir la lettre et l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signé Jeffrey Sachs et William Chabas. Ça a été traduit dans l'anglais par le site internet Le Grand Soir, le 20 avril 2021. Voici les sources. On peut citer également une autre personne, notamment le chercheur Michael O'Hanlon. Michael O'Hanlon. O accent aigu, H-A-N-L-O-N. Hanlon. Michael Hanlon. Michael O'Hanlon est directeur de la recherche en politique étrangère à la Brookings Institution. Donc on ne peut pas dire que c'est un complotiste lui aussi, où il se spécialise dans la stratégie de défense des États-Unis, l'utilisation de la force militaire et la politique de sécurité nationale des États-Unis. Il est également membre du Defense Policy Board du département américain de la Défense et il a été membre du conseil consultatif externe de la CIA de 2011 à 2012. On ne peut pas, lui, le traiter de complotiste. Le 8 avril 2021, le Washington Post a publié un article de Michael O'Hanlon qui critique la désignation américaine de génocide à l'encontre de la Chine pour son traitement des Ouïghours. L'article est intitulé Les États-Unis ont très peu à gagner à surdémoniser la Chine. On peut y lire notamment le terme génocide est un terme lourd et chargé. Son utilisation ici semble historiquement et juridiquement inappropriée et délibérément incendiaire dans le cadre des relations entre les États-Unis et la Chine. Mais la désignation de génocide est simplement emblématique d'une tendance plus large
à la diabolisation de la Chine dans la politique étrangère américaine qui tend vers une pensée de groupe dangereuse. Je dis bien dangereuse. On peut citer également un expert turc, Mehmet Sukrü Güzel. Habituellement, la majorité des experts turcs penchent plutôt pour la défense de la minorité ouïghour, ce qui est normal, puisque la minorité ouïghour étant une minorité turcite. Il dit, en résumé, les accusations de génocide par les États-Unis sont nulles et non avenues suivant le système juridique de l'ONU. Je répète, les accusations de génocide par les États-Unis sont nulles et non avenues suivant le système juridique de l'ONU. C'est signé Mehmet Sukrü Güzel. Sukrü, S-U-K-R-U, Güzel, G-U-Z-E-L. Il pointe du doigt notamment les incohérences de Mike Pompeo et surtout d'Adrian Sens, le rapporteur du fameux rapport sur le Xinjiang. Voilà, chers amis, je pourrais citer également quelqu'un d'important. Il me semble, c'est un Français et un militaire. Et ce militaire, c'est le contre-amiral Claude Gaucheran. Claude Gaucheran, contre-amiral Claude Gaucheran. Claude Gaucheran est un officier de marine français breveté d'aéronautique qui a servi durant 36 ans à la mer, en vol comme pilote de chasse également et à l'étranger en tant qu'attaché naval. Diplômé de l'école de guerre navale et de le Royal Naval Staff College en Grande-Bretagne, il a exercé 4 pleins commandements. Rendu à la vie civile, il a effectué 7 missions de plusieurs mois pour Aviation sans frontières dans 4 pays du Sahel, auteur de 4 livres inspirés de sa vie militaire et de son expérience humanitaire. Officier de la Légion d'honneur, sans attache politique, il exprime sur la toile il s'exprime sur la toile sur des sujets d'actualité et de politique étrangère et de défense. On ne peut pas dire non plus que c'est un complotiste, voire même quelqu'un acheté par le pouvoir chinois. En France, fort heureusement, pour sauver l'honneur de l'élite et de l'armée, l'honneur mis à mal par nos médias et par un institut militaire dont nous allons longuement reparler, il y a eu à sa préface au livre Les divagations des anti-chinois en France. Là, c'est Maxime Vivas qui parle dans cette citation et donc qui cite l'intervention du contre-amiral Claude Gaucheran. Voici ce que dit le contre-amiral. Quand il parle du livre de Maxime Vivas, Ouïghour, les fake news, et surtout celui dont je m'appuie actuellement, Ouïghour, l'horreur était dans nos médias. Donc, voici ce que dit ce contre-amiral. Ce livre, c'est la forme littéraire du combat de David contre Goliath. C'est celui de 3 auteurs, Maxime Vivas, Émeric Monville, Jean-Pierre Page. D'un livre de 137 pages en réponse à un rapport de 650 pages qui s'intitule Les opérations d'influence chinoise, un moment machiavélien. Œuvre de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, sous influence des néoconservateurs. Fort de ces 40 chercheurs et un officier supérieur de l'armée des États-Unis qui chapeaute le tout. Il dit notamment, je vais essayer de synthétiser ses idées, la désinformation, quant à elle, est plus subtile. Elle prend 3 tournures. L'une consiste à omettre de rapporteurs les faits qui dérangent, l'autre à mêler aux faits bien réels quelques inventions noyées dans le vrai, et la dernière enfin à ne pas séparer les faits et leurs commentaires par nature subjectifs. La propagande, quant à elle, ne s'encombre pas par précaution ni de subtilité. Plus le mensonge est gros, s'il est massivement répandu par tous les moyens de communication possibles, mieux il finit par passer, et ce, d'autant mieux que les moyens de rétablir les vérités sont mesurés, étouffés, voire censurés. Il dit également, en conclusion de l'ouvrage se trouve l'appel de 210 signataires, de professions diverses, revendiquaient le droit de parler autrement de la Chine, c'est-à-dire autrement qu'il n'en est de parler de nos jours dans l'ensemble des médias, pour laquelle la recherche de la vérité sur ce pays n'est pas la condition première pour pouvoir s'exprimer. Elle serait même un motif d'exclusion quand ce n'est pas celui des propos à caractère injurieux et diffamatoire, comme ce fut le cas pour les auteurs de ces divagations. Et si le retour de la souveraineté chère au général commençait par la décolonisation des esprits, y compris ceux des organismes de réflexion, dit Claude Gaucheran. Voilà, on peut citer également d'autres intellectuels, mais ça ferait beaucoup.
Je voulais vraiment vous faire une synthèse de l'intervention de ces 4-5 intellectuels qui, à mon avis, quand même, devraient être pris en considération sérieusement, notamment pour les députés qui ont voté malheureusement pour la résolution contre la Chine par rapport au Xinjiang, donc résolution votée, je vous le rappelle, en 2022. Voilà, chers amis, ici, donc, c'était un petit compendium, on va dire un petit résumé de ces interventions d'intellectuels, de professeurs, de journalistes. Et encore, il y aurait bien une dizaine d'autres, mais je vous fais vraiment une synthèse pour que vous puissiez constater par vous-même l'étendue de ce narratif mensonger sous l'administration Trump et surtout sur l'administration Biden qui a repris bêtement et stupidement, mais je dirais volontairement, puisque c'est suivre la doctrine des néoconservateurs à la lettre, maintenir la pression sur la Chine et la déstabiliser par tous les moyens possibles. Et donc évidemment le Xinjiang est le support par excellence, comme on vous l'a répété dans nos différentes émissions sur le sujet. Voilà, chers amis, je me suis appuyé sur les sources, donc sur le site Foreign Policy, voilà, où est intervenu notamment Colum Lynch. Et je me suis également appuyé sur le livre de Maxime Vivas, que je salue au passage, Ouïghour, l'horreur était dans nos médias, aux éditions Delga. Voilà, chers amis, et je vous dis à très bientôt.